Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Smart Impact, c'est l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Vianney Tufal, le directeur général des piscines Water Air, entreprise à mission depuis moins d'un mois. Il nous expliquera ce que ce choix implique comme engagement et comme action dans les prochaines années. Notre débat, il portera sur la deuxième édition du Top 50 de l'économie sociale et solidaire, organisée par la BNP Paribas, Care News et l'ESSEC, l'occasion d'un coup de projecteur sur un secteur qui est en pleine croissance et qui innove. Et puis pour Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Kazoo qui propose des alternatives au gâchis de nos appareils électroménagers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un petit peu moins, 28 pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Vianney Tufal, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur général des piscines Water Air. Vous fêtez vos 50 ans, c'est ça, cette année? Tout à fait. Cette année, nous sommes fondés en 1972 en Alsace, à Sépois-le-Bas, sud de l'Alsace. Et avec une innovation, parce que c'est cette idée, ce concept original des piscines en kit, c'était quoi? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toutes les familles peuvent avoir le plaisir de se baigner, d'avoir une piscine dans leur jardin. Et pour rendre ce rêve accessible, il fallait absolument avoir à la fois un produit de très forte qualité, la piscine doit durer de nombreuses années, et un produit très facile à mettre en œuvre pour que cette famille puisse construire sa piscine elle-même. Et donc, dès 1972, nous avons innové avec des panneaux en acier ondé, qui permettent d'être simplement boulonnés pour monter la structure de sa piscine. Et ensuite, un liner vient parfaire l'étanchéité. Et donc c'est vraiment, même si on n'est pas un grand bricoleur, on peut monter sa piscine en kit, quoi. Alors bon, il faut quand même être un petit peu bricoleur, ça reste un chantier, mais c'est effectivement extrêmement accessible. Et donc nous fournissons un gros manuel qui détaille chacune des étapes à suivre. Et donc pour peu que l'on soit rigoureux, qu'on n'ait pas peur de mettre la main à la pâte, on arrive à monter sa piscine. Et aujourd'hui, en 50 ans, on a eu 125 000 clients qui nous ont fait confiance et 80% d'entre eux montent leur piscine eux-mêmes. Donc c'est effectivement relativement accessible. Capital de 10 millions d'euros détenu à 80% par l'équipe de direction, 20% par des investisseurs financiers. Évidemment, c'est une entreprise française, on l'a vu, créée en 72, plus de 300 salariés aujourd'hui. Et donc, ces engagements pour le développement durable. On va parler du statut d'entreprise à mission dans un instant, mais dans l'histoire des piscines Water Air, qu'est-ce que ça représente, cette idée de développement durable? Alors, dès le début... Avec notre structure de panneaux en kit, on livre les piscines en kit, on s'est aperçu qu'on pouvait maximiser, optimiser le transport. Et donc, au lieu d'avoir un camion qui transporte une piscine, on a par exemple, chaque camion transporte entre 5 et 11 piscines pour livrer nos clients à travers toute la France. Donc, une très forte optimisation du transport que nous permettait notre technologie. Dès 2006, nous nous sommes... astreints à réfléchir un petit peu aux valeurs qui portait l'entreprise, la solidarité, l'innovation, le progrès. Nous avons ensuite développé, nous sommes devenus ISO 9001 pour asseoir nos processus qualité. Dans tout ce travail, nous nous sommes aperçus que nous travaillons en fait dans la durée pour asseoir la pérennité de l'entreprise, parce que nos clients veulent avoir un point de contact tout au cours de la durée de leur piscine. Et chemin faisant, en 2008, nous avons fait notre première politique RSE avec un bilan carbone de l'entreprise, un bilan carbone de nos piscines et un certain nombre d'actions au niveau du bureau d'études. Qu'est-ce que vous avez changé après ce bilan carbone? Alors après ce bilan carbone, on a adopté des mesures d'éco-conception pour tous nos produits, pour que chaque produit consomme moins de matière, soit plus efficace que le produit précédent. Et ça a donné naissance à un certain nombre de produits. Le premier, le plus emblématique, c'est notre couverture Solae, qui est une couverture 4 saisons, donc une couverture à barre pour les piscines, qui protège la piscine des impuretés, qui va surtout chauffer l'eau de la piscine grâce à l'effet de serre, et donc augmenter la température de 7 à 9 degrés en plus par rapport à une piscine traditionnelle. Et grâce à cela, on évite la pompe à chaleur, on évite les réchauffeurs, et ça permet de chauffer sa piscine en saison sans électricité. Vous avez annoncé le 17 janvier dernier que le Piscine Water Air devenait entreprise à mission. Pourquoi ce choix? Alors, l'année dernière, nous avons refait une démarche de RSE pour voir quelles étaient les prochaines étapes qui étaient devant nous. Et à travers tout ce travail avec le consultant qui nous a accompagnés, nous avons mis en avant notre ADN, notre histoire, notre raison d'être, ces piscines qui sont accessibles, durables, sur mesure. Et en
travaillant finalement toute notre raison d'être et cette politique RSE, nous avons voulu prendre fait de la loi Pacte de 2019 qui permet à toutes les entreprises de choisir un statut où on inscrit sa mission dans les statuts et où surtout on y inscrit un certain nombre d'objectifs opposables pour l'entreprise. Oui, parce que on peut définir sa raison d'être, c'est une fusée à plusieurs étages, la loi Pacte, mais quand on l'inscrit dans les statuts, quand on devient entreprise à mission, c'est encore un cran supplémentaire. Qu'est-ce que ça change ? Ça change la dynamique dans l'entreprise, ça apporte un mode de management différent, puisque à partir de cette année, nous allons cascader cette mission, les objectifs dans les points d'évaluation annuels, dans les fiches de projet qui nous permettent de mener à bien les projets de l'entreprise, et donc d'avoir l'ensemble de l'organisation focalisée sur l'atteinte de ces objectifs en termes de culture d'entreprise, en termes de trajectoire bas carbone, et ainsi de suite. Ça permet aussi de partager cette mission, cette vision avec notre écosystème, avec nos fournisseurs que nous avons consultés, avec nos partenaires à l'export, et ainsi d'avoir un business model, d'avoir une entreprise beaucoup plus solide à l'avenir pour durer. Alors, si on rentre un peu dans le détail, par exemple, est-ce que sur les matériaux que vous utilisez, est-ce qu'on peut recycler une piscine ou est-ce qu'on peut utiliser des matériaux recyclés pour la construire ? Alors, nos piscines sont en acier. Oui. En Europe, l'acier est un des composants les plus recyclés. 80% de l'acier est recyclé en Europe. Et donc, nos piscines sont par nature recyclées à 80%. Et elles utilisent extrêmement peu de béton, 5 fois moins de béton que ce que l'on utilise d'habitude pour une piscine traditionnelle. Donc, on a dès le départ un impact très faible, et on a un produit de très forte qualité que l'on garantit 20 ans, ce qui permet à cette piscine de durer le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Vous parliez de vos fournisseurs. Effectivement, quand on se définit comme entreprise à mission, ça engage son écosystème. Qu'est-ce que vous dites, on en a parlé avec eux avant. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça suppose pour eux ? Ça suppose pour eux d'avoir un partenaire de long terme, ce que l'on est avec eux. On travaille avec certains depuis plus de 15 ans. On partage avec eux nos plans de chargement, nos plans de production sur l'année. On est là pour les accompagner. Ils sont là pour nous accompagner en fonction des accélérations de marché, des difficultés parfois à s'approvisionner, comme on vient de le voir sur ces 18 derniers mois, et où on est avec eux, à leur côté, pour réussir à passer ces épreuves industrielles en leur donnant notre confiance et en investissant sur l'avenir. On co-construit aussi certains de nos produits avec eux, pour leur donner un... Mais est-ce que ça veut dire, si on essaye de pousser un peu la logique, que certains ne peuvent pas vous suivre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez placé le curseur un peu plus haut et donc certains ne peuvent pas vous suivre. Oui. Donc ça, c'est arrivé déjà. Ça arrive effectivement avec les fournisseurs avec lesquels on n'arrive pas à établir cette relation de long terme. Ouais. Effectivement, on arrête de travailler avec eux. Et cette dimension de long terme est très importante pour nous parce que nous souhaitons accompagner nos clients dans la durée. Les 125 000 clients dont je vous parlais tout à l'heure sont des clients directs de l'entreprise. Et nous sommes là pour les accompagner tout au long de la vie de leur piscine en termes de pièces détachées, de lutte contre l'obsolescence programmée. Et donc, on a besoin de cet investissement dans le long terme avec nos fournisseurs pour être auprès de nos clients. Lutte contre l'obsolescence programmée, ça existe dans ce secteur-là ? Ça existe. On travaille très très dur au niveau de nos pompes, par exemple. Nos pompes sont garanties 4 ans. Les pompes de filtration ? Les pompes de filtration. Nos derniers modèles sont garantis 6 ans. Ouais. Donc des durées extrêmement longues pour que l'objet vital de la piscine, finalement, puisse durer... sans souci pour nos clients. Vous parliez de l'export, là aussi, le passage avec ce statut d'entreprise à mission, qu'est-ce que ça change ? Ça change alors un engagement auprès de nos partenaires à l'export. Donc là aussi, on s'est rapproché d'eux au moment de cette transformation en société à mission. On a partagé avec eux la mission. Beaucoup s'y sont retrouvés. Et tous nous ont témoigné l'importance que ça avait sur leur propre marché en Europe. Aujourd'hui, on vend une piscine sur 5 à l'export. Et donc, pour eux, effectivement, de pouvoir se revendiquer d'une marque qui va investir sur le long terme, qui va avoir ce comportement vertueux, ce comportement responsable dans son écosystème, c'est aussi un élément de différenciation qui fait la différence sur leur marché. Ouais. On va dans l'émission juste après recevoir l'un des professeurs de l'ESSEC Business School. Est-ce que dans la logique de recrutement aussi, parce que voilà, je ne sais pas quel métier vous recherchez, si c'est des métiers en tension, mais est-ce que dans une logique de recrutement, le fait de s'afficher entreprise à mission, c'est devenu un argument ? Ça devient un argument. Nous avons recruté il y a quelques années des personnes au comité exécutif qui effectivement avaient mis au cœur de leur recherche d'emploi
un impact sur l'environnement. Et ça faisait partie de leurs demandes très fortes. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent en voulant donner un sens à leur travail. Ouais. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire chez nous. Est-ce que c'est aussi un moyen de les retenir ? De retenir les salariés qui pourraient avoir envie d'aller voir ailleurs pour donner du sens à leur job. Bien sûr, après, il faut effectivement ce sens que l'on donne, il faut la capacité à travailler en toute autonomie, avec de la responsabilité, ce que l'on offre, donner à chacun la chance de réussir. Et depuis plusieurs années, nous avons un escalier de la réussite en interne pour favoriser la promotion interne. Et puis bien sûr, il faut aussi, en ces temps un petit peu difficiles économiques, savoir récompenser tous nos collaborateurs quand les années sont bonnes. Et donc nous avons aussi une politique d'intéressement et participation, ce qui fait partie de cette responsabilité que nous avons, donc politique très forte et qui permet aussi de partager les fruits du succès. Merci beaucoup, merci Vianney Tufal, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'économie sociale et solidaire au programme. Et pour découvrir cette deuxième édition du Top 50 de l'économie sociale et solidaire, je vous présente mes invités. Thierry Sibieude, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social à l'ESSEC Business School. À vos côtés, Fabien de Castilla, bonjour. Bonjour. Le co-directeur général de l'association ARES. Tiens, je commence avec vous. C'est quoi ARES ? ARES est un groupe d'entreprises d'insertion qui existe depuis 30 ans et dont le métier est de lutter contre l'exclusion. Et pour réaliser cette mission, on développe ce qu'on appelle des entreprises tremplins. Des entreprises qui vont recruter des personnes éloignées de l'emploi, les salariés pendant une période d'environ 1 an, et à l'issue de ce parcours, les accompagner à retrouver un job pérenne dans notre société. Donc c'est un sas, un tremplin entre une situation de précarité et une situation pérenne dans notre société. Oui, avec plusieurs structures différentes. Vous faisiez partie des lauréats, des 50 lauréats de la première édition de ce Top 50, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on a la chance de faire partie des topistes du Top 50. Ah, les topistes, je crois qu'on dit les topistes, on m'a dit de dire les topistes. Ok. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ça ? En fait, c'est une vraie crédibilisation de notre démarche. Oui. Il y a peu d'organismes aujourd'hui tiers qui crédibilisent l'action de groupes associatifs comme ARES. Et donc, ça permet de montrer la qualité des réalisations qu'on réalise en termes d'impact social. Oui. Et c'est intéressant parce que cette question de la crédibilité de l'entrepreneuriat social et solidaire, elle est au cœur de notre débat. Thierry Sibieude, l'ESSEC, elle est partenaire de ce Top 50 qui a été créé par BNP Paribas avec Care News. C'est quoi l'ambition de ce classement ? Pourquoi il a été fait ? C'est d'abord de mettre en visibilité un certain nombre d'initiatives particulièrement positives pour la société. On ne va pas dire vertueuses parce que la vertu c'est compliqué. On s'aperçoit que ceux qui prêchent la vertu, c'est souvent pour les autres et pas pour eux. Donc on va parler de démarches positives. C'est l'idée aussi de légitimer les choses. Et puis c'était aussi de voir qu'une grande banque comme BNP Paribas s'engage, c'est une bonne nouvelle. Alors on peut toujours dire il faudrait qu'ils fassent plus. Oui, c'est vrai, ils devraient faire plus. On leur dit toute la journée, faites plus. Mais je crois que c'était aussi une façon de montrer que l'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement une chapelle de militants dans leur village gaulois, mais c'est des acteurs qui sont porteurs d'un vrai projet, d'une vraie forme d'organisation et de gouvernance pour justement régler des problèmes que la société ne sait pas régler. Oui. Et alors, quand je parlais de crédibilité, ça suppose aussi de valider la démarche. C'est un peu l'objectif aussi de ce Top 50. D'ailleurs, la deuxième édition est révélée ce jeudi 10 février. Comment vous évaluez les entreprises ? C'est pas si simple. Alors effectivement, vous avez raison, le rôle de l'universitaire de service, c'est évidemment d'apporter une garantie méthodologique. Oui. Alors, il faut être très modeste, parce qu'il y a plein de biais, il y a plein d'incertitudes. Cette évaluation, c'est un phénomène extrêmement complexe. Mais il y a un moment où c'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas y aller. Et Paul Valéry disait, ce qui est exact est compliqué, et ce qui est simple est faux. Mais bon, il faut accepter que un peu d'erreur pour avancer. Moi, j'ai vu robustesse, solution, engagement, responsabilité. Ça, c'est les grands mots, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? La première idée, c'est de regarder quel est le bénéfice apporté à la société, quel est le plus. J'ai parlé de société positive. Ça, c'était à peu près 40% de la note. Après, vous aviez la solution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solution ? C'est
Est-ce que c'est innovant? Est-ce que c'est réplicable? Vous avez dans le top 50, vous avez des petites associations ou des petites entreprises qui démarrent, puis vous avez, aujourd'hui, ARES est un des gros acteurs, avec 1000 salariés, donc vous aviez cette dimension-là de la solution. Après, il y a la notion d'engagement. Qu'est-ce que l'organisation fait au-delà de sa propre activité pour contribuer à l'écosystème? C'est quelque chose qui est important. Il y avait bien sûr la pérennité. Alors, quand on est sur de l'entreprise sociale, une entreprise, c'est pérenne jusqu'au moment où ça n'est plus. Voilà, donc c'était un point qu'on regardait. Et puis, tout ce qui est pratique responsable, puisque, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on est entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on est vertueux par nature. Alors, je vais reprendre ce terme que je n'aime pas, mais Jean-Marc Borrello, le président du groupe SES, dont une des associations est parmi les topistes, dit « statut n'est pas vertu ». Et effectivement, il y a une nécessaire vigilance à avoir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la transparence. Pour vous donner un exemple, Fabien était dans le comité des parties prenantes qui avait été rassemblé pour faire évoluer le questionnaire. Et puis Fabien a eu envie de postuler de nouveau. Et donc il s'est retiré du comité pour justement garantir le fait que c'était quelque chose de rigoureux. Alors justement, Fabien de Castilla, est-ce que vous pensez que cette économie sociale et solidaire, qui est quand même, on est dans un mouvement qui devient important, avec de plus en plus d'entrepreneurs, jeunes ou pas d'ailleurs, qui se placent dans cette perspective-là, est-ce qu'elle a besoin, cette économie, de se structurer, de se consolider aujourd'hui ? Alors, je pense qu'elle s'est beaucoup développée, effectivement, ces dernières années. On est passé d'un ensemble de villages gaulois un peu dans leur monde qui s'est ouvert, et le monde s'est aussi ouvert sur cette économie sociale et solidaire. On parle même d'entrepreneuriat social, d'impact. Aujourd'hui, les mots évoluent et ont un sens. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette économie sociale et solidaire, pour reprendre vos termes, elle a besoin d'accélérer, elle a besoin de grandir, elle a besoin de se structurer. Et ça passe notamment par le recrutement de nouveaux talents, où aujourd'hui, c'est un secteur qui a besoin de recruter les personnes qui sont en capacité de porter des projets innovants et impact. Mais est-ce que c'est plus facile qu'avant ? Notamment, alors évidemment, il y a beaucoup de sources de recrutement, il n'y a pas que les grandes écoles, mais si je fais un focus sur les grandes écoles, c'est peut-être plus dans la démarche des diplômés de se dire tiens, je vais donner du sens à mon premier job et aller vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, il y a de plus en plus de personnes, et heureusement il y a des personnes comme Thierry qui font bouger les lignes dans les grandes écoles. Après, concrètement, agir dans l'entrepreneuriat social, c'est quand même quelque chose de, je pense, un peu plus difficile que dans une entreprise classique, parce que vous conciliez à la fois un business classique avec de l'impact et avec une solution sociale ou environnementale. Et ça crée une sorte de dissonance qui est compliquée à gérer au quotidien, puisque vous devez concilier la rentabilité, de l'efficacité économique avec de l'impact social pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps chez ARES. Vous l'enseignez, ça. Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus forte ? Oui, indiscutablement oui. Depuis 20 ans, puisqu'on a créé la chaire a 20 ans cette année. Bon anniversaire. Donc merci. Indiscutablement oui. Alors maintenant, on est quand même sur une démarche où, comme vous le savez, le monde a changé. Et le discours que moi je tenais aux étudiants il y a 5 ou 10 ans, quand ils intégraient la chaire et qui était interpellant, c'est le discours de l'école aujourd'hui. C'est ce que tout le monde dit. Donc l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, l'enjeu des entrepreneurs sociaux, c'est de montrer que non seulement ils parlent, mais ils font. Donc d'un côté c'est formidable parce qu'on a convaincu, le discours est intégré, mais de l'autre, qui fait quoi ? Parce que c'est assez facile de dire on fait de l'impact. Le mot impact, qui est un mot qui a beaucoup de sens. De plus en plus, c'est ce qu'on appelle en bon français le purpose washing, quoi. C'est ça. On se déclare à impact, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça mange pas de pain. Et donc c'est ce qu'on appelle les mots valises. Nous on aime bien dire ça, on met ce qu'on veut dedans. Et donc ça pose la question de l'évaluation. Et en fait, pour nous, aujourd'hui, notre nouvel horizon, on va dire, c'est de promouvoir une évaluation qui soit dans toutes les entreprises qui se réclament de ces actions à impact et qui permettent, comme on évalue la performance financière, comme on évalue les performances comptables, d'évaluer le degré d'engagement. On ne demande pas à tout le monde de faire, 30% de bénéfices par an, par exemple. Eh ben, on ne demande pas à tout le monde de faire le même degré d'impact. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'être en capacité d'attester de qui fait quoi et à quel degré, à quelle intensité, avec quelles ambitions et quels objectifs. Fabien de Castilla, est-ce que votre entreprise, votre association, est-ce que vous les voyez, puisque au sein d'ARES, il y a plusieurs entités, inspirées des entreprises de l'économie, je mets des guillemets, classique ?
Est-ce que de plus en plus, vous voyez cette porosité entre l'une et l'autre? Alors totalement, je pense pour deux raisons. C'est d'abord qu'on est un secteur qui s'est énormément professionnalisé. Il y a 20 ans, quand on proposait les parcours d'insertion, concrètement on collait des étiquettes dans des ateliers, des activités à très faible valeur ajoutée. Aujourd'hui on fait de la réparation, aujourd'hui on fait de la préparation de commandes, ce qu'on appelle des WMS, des logiciels informatiques. Donc il y a une vraie professionnalisation qui a été imposée par le fait que même si on fait de l'impact, on agit dans l'économie de marché et on se doit d'être au niveau de qualité des entreprises classiques. La deuxième raison, c'est qu'on voit vraiment un mouvement de fond des entreprises qui souhaitent s'engager et faire de l'impact. Et quand elles souhaitent le faire, souvent elles viennent se tourner vers des acteurs qui en font déjà, comme Ares. Et ces 10 dernières années, on a notamment développé ce qu'on appelle des joint ventures sociales. Les joint ventures sociales, ce sont des sociétés hybrides co-créées par une association et par une entreprise. Et donc en fait, on se marie avec une entreprise et on a vraiment cette dimension militante d'aller réconcilier ces deux univers. Moi, je ne crois pas à l'univers de l'ESS dans son coin. Ça ne se développera pas et on n'aura pas d'impact. Ça pose aussi la question des entreprises à mission. On recevait ici le patron, le directeur général du groupe Rocher, qui a sorti un rapport il y a quelques semaines. Il dit qu'il y a autour de 400 entreprises à mission en France aujourd'hui. Comment vous percevez ce mouvement? Est-ce que vous vous dites que finalement, ma première réaction, c'est de dire c'est pas tant que ça, 400 en 2 ans, parce que c'est les 2 ans de la loi Pacte. Et puis il me disait, mais finalement, c'est quand même aller relativement vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, je suis d'accord avec l'idée que c'est une très belle opportunité qui est offerte aux organisations, aux entreprises qui ont envie de s'engager. Et cette idée qu'on inscrive dans les statuts, parce qu'une raison d'être, une mission, on n'a pas attendu la loi pour l'avoir. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on l'inscrit dans les statuts. Donc on crée de l'irréversibilité et on crée un devoir de redevabilité. Il faut rendre des comptes. Bien sûr. Et donc ça, ces deux éléments-là sont cruciaux. Alors après, pour moi, c'est un très beau pari sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est un très bel outil. Si on s'en saisit convenablement et si donc on travaille sur ce langage commun qu'on doit avoir, ces outils de mesure, ces outils d'évaluation, alors oui, ce sera une réussite. Et c'est pas si mal 400 parce que effectivement aujourd'hui, il y a encore cette incertitude sur si je m'engage, est-ce que je vais être mesuré? Et alors je voudrais juste rajouter un point, parce que Fabien est modeste, mais l'inventeur de la joint venture sociale, il est là. La première joint venture sociale qui a été créée, elle a été créée, c'était Logins, c'était le groupe Ares, avec un groupe qui s'appelait d'Entresangles à l'époque, Camion Rouge, maintenant c'est passé chez les Américains, et c'est la première joint venture sociale qui a été créée, c'était la première fois qu'on avait cette idée de marier les... C'est drôle, parce que ma dernière question, elle portait sur l'innovation. Donc vous y avez en partie répondu, mais c'est l'économie sociale et solidaire, c'est un levier d'innovation? Alors nous, on est constamment dans des logiques d'innovation. C'est inscrit dans l'ADN d'Ares depuis sa création il y a 30 ans. On a développé des modèles à destination des personnes handicapées, d'autres pour des détenus, en créant des entreprises d'insertion dans les prisons, des structures d'insertion au bord de la mer pour accompagner des SDF parisiens en fin de carrière, entre guillemets, jusqu'à la retraite. Donc ça fait 30 ans qu'on développe des innovations. Pourquoi c'est obligé, en fait, d'une certaine façon? Pourquoi c'est obligé? Parce que le projet d'Ares, c'est non seulement d'accompagner les personnes en difficulté, mais c'est aussi de faire émerger pour essaimer ensuite des solutions pour notre société. Donc on a vraiment cette vocation de créer quelque chose qui soit ensuite réplicable pour la société. Et on est constamment en train de penser à quelles sont les fragilités, quels sont les nouveaux publics qui seront en difficulté et comment les accompagner. On travaille en ce moment, par exemple, pour vous donner une illustration, sur comment est-ce que je crée des parcours vraiment professionnalisants pour qu'à l'issue d'un parcours d'insertion, la personne ait suffisamment de compétences pour ne pas retomber dans des trappes de pauvreté dans les prochaines années. Donc ça, c'est une forme d'innovation en créant des passeports de compétences sur une période restreinte. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce top 50 de l'économie sociale et solidaire. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Et je vous propose de découvrir Kazoo avec sa cofondatrice Camille Faure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en juin de l'an dernier avec Émilie Masclet. Pourquoi? C'était quoi votre idée de départ, votre déclic en quelque sorte? C'était vraiment la frustration de voir des appareils qui dormaient dans des placards. Nous, on aime bien parler du syndrome de l'extracteur de jus chez Kazoo. Donc voilà, c'est cette machine, cet appareil qu'on a acheté, qu'on a utilisé à fond pendant 3 semaines, pendant 3 mois, pour ensuite qu'il reste dans un placard. Et qui prennent de la place, accessoirement. Qui prennent de la place, qui nous rappellent chaque jour le choix qu'on a fait et pas forcément judicieux. Or, on sait aujourd'hui que, en fait, pour limiter l'impact écologique de notre consommation, l'essentiel, c'est de prolonger la durée de vie des appareils qui sont créés, de limiter la surproduction, en fait, de produits neufs.
Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un service qui soit simple, accessible, pour permettre d'utiliser un appareil quand on en a vraiment besoin et quand on n'en a plus l'utilité, de pouvoir en fait le renvoyer simplement pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Alors si on rentre dans le détail, comment ça marche, Kazoo? Alors comment ça marche? Il suffit de se rendre sur notre site heykazoo.com. Vous pouvez choisir un appareil. On a 4 univers de prédilection, la cuisine, le café, l'entretien et le bien-être. Et vous allez en fait vous abonner. Donc vous allez choisir un appareil pour le louer chez vous, l'utiliser autant que vous le souhaitez. Et si au bout d'un certain temps vous êtes convaincu que vous en aurez vraiment un usage dans la durée, vous allez pouvoir le garder, l'acheter à prix occasion, selon une grille de prix qui est dégressive, qui tient compte du nombre de mois de location que vous avez déjà payé. Et puis, si vous n'en avez plus l'utilité, pour le coup, vous pouvez simplement le renvoyer. L'étiquette retour est déjà prépayée. Et nous, à réception, on se charge de reconditionner l'appareil et de le remettre en location pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Le point de départ, c'est-à-dire vous êtes quoi? Vous êtes partenaire des marques d'électroménager pour avoir du matériel à proposer ou c'est finalement collaboratif? Comment ça fonctionne? On travaille avec les fabricants. Ouais. Effectivement, on choisit nos fabricants parce qu'ils sont engagés pour la durabilité de leurs produits. Donc, ils ont une démarche d'éco-conception, des matériaux qui vont durer plus longtemps, des machines qui sont réparables. Mais donc, effectivement, on se fournit chez eux. Et ensuite, notre autre partenaire, c'est notre reconditionneur, qui est une entreprise qui est située en Île-de-France, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, spécialisée dans la réparation de petits électroménagers depuis des dizaines d'années. Donc voilà, c'est une démarche positive puisque ça permet aussi de générer de l'emploi local. Bien sûr. Est-ce qu'il y a certaines machines qui sont bannies de votre catalogue? Vous dites, bah non, ça c'est pas pour nous. Tout à fait, on essaye d'aligner nos valeurs avec notre catalogue. Donc on n'a par exemple pas de machine à café en dosette. De manière générale, on évite tout ce qui est machine un petit peu gadget. On essaie d'avoir des machines qui sont multifonctions, qui vont permettre de réaliser plusieurs objectifs. Ou pour donner un autre exemple, on privilégie des nettoyeurs vapeur parce qu'ils permettent de nettoyer sans produits chimiques. Voilà, c'est globalement en effet un choix sur le catalogue. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais quand même qu'on fasse un focus là-dessus. Ça représente quoi le gâchis dans ce secteur de l'électroménager? Vous nous avez décrit ce qu'on a tous vécu, je me suis reconnu, c'est-à-dire qu'effectivement, une grosse machine multifonction qui nous a servi 3 semaines et encore et qui dort dans un placard, mais ça représente quoi? Alors j'ai peut-être 2 chiffres qui montrent ça. C'est l'ADEME qui a estimé que 85% des produits manufacturés sont jetés dans les 6 premiers mois de leur vie. Et à côté de ça, alors c'est un chiffre qui concerne le smartphone, mais qu'on peut, je pense, facilement extrapoler au petit électroménager, 75% de l'impact environnemental est lié à la production de l'appareil. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et globalement, un autre chiffre intéressant, c'est que 50% des appareils qui sont jetés peuvent être réparés en réalité. Donc ça donne une idée un petit peu aujourd'hui du gâchis qui est fait pour cet appareil. Oui, alors l'entreprise elle est toute jeune, hein, je l'ai dit, juin 2021. Votre modèle économique, c'est quoi? C'est l'abonnement? Ça fonctionne comment? Oui, tout à fait. En fait, c'est donc un système de location. Nous, on a une particularité, c'est que c'est une location qui est sans engagement, donc ça prend la forme d'un abonnement, effectivement. Et l'abonnement couvre aussi du service, puisque si vous avez une panne qui survient pendant votre location, on va nous s'engager à récupérer votre appareil, le réparer et vous le remplacer par un autre produit fonctionnel. Ouais. Pour l'instant, vous avez un site de reconditionnement en Île-de-France. Vous en êtes tout de votre développement? Eh ben, on en est encore au début, puisque ça fait quelques mois seulement qu'on est en commercialisation. Mais ça se développe bien, rapidement. Pour l'instant, on est disponible dans toute la France, avec effectivement ce site que vous avez mentionné en Île-de-France. Et dans nos projets, on a de se développer sur d'autres gammes de produits. Pour l'instant, on est sur le petit électroménager et on a d'autres verticales en ligne de mire dans l'équipement de la maison. Merci beaucoup, merci Camille Faure, bon vent à Kazoo, merci d'être venu nous présenter votre start-up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!